C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trous, c'est la faim qui nous pousse, la misère. Il y a des pays où les gens au creux du lit font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait. J'ai 90 ans. Au début de la guerre, j'habitais Stockel. Mon père était grand invalide de guerre. Nous avons dû évacuer à Stockel. Enfin, on est allé 2 kilomètres plus loin, parce qu'on était trop près du champ d'aviation des Verts. Bon, j'ai passé jusqu'en 41. En 41, mes parents sont partis habiter Ixelles. J'étais habité Ixelles, rue de Verny. Et je suis rentré au groupe G. J'avais juste 17 ans, quand un ami qui fréquentait une jeune fille de la rue Goffert, et rue Goffert, il y avait une chambre qui était occupée en général par des gens du groupe G. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Mais nous sommes combien encore? Est-ce qu'il y a encore 100 membres du groupe G en Belgique? D'après le service de renseignement et d'action, il reste encore 40 SRA en vie. Oui, non, ce qu'il y a, on essaye de trouver une relève pour... Enfin, ils essayent de trouver une relève pour que ça continue. Au fond, le groupe G, c'était 9 régions. Et pour communiquer avec les régions, parce que l'état-major était à Bruxelles, il y avait des femmes, des courriers, qui transportaient les messages, et surtout à vélo. Hein. Et Jeannot, dont je te parlais, là, était un courrier du groupe G. Il y a la femme de Neumann qui était aussi un courrier. La sœur d'un gars qui était du conseil communal à Saint-Josse était aussi courrier. Mais enfin, ça, j'ai su après la guerre, parce que pendant la guerre, bon... je connaissais Milo et les gars de ma cellule, quoi. Il y a eu, juste après la libération, message pour Philomène par André Breken, mais on ne trouve plus. Je n'en ai qu'une photocopie. Et ici, Rebelle silencieux, c'est une Allemande, journaliste allemande. Et alors ici, ça c'est un juif qui a quitté le convoi. Et alors, il y a encore, mais ça je ne l'ai pas avec moi, un livre d'Henri Neumann, Avant qu'il ne soit trop tard. Oui. Tout à fait. Mais ça, je n'ai pas avec moi. Oui, mais enfin, il n'y a pas de nom dessus. Hein. Oui. Ça, c'est un signe de sympathisant au groupe G. Le groupe G a perdu des hommes, mais vous dire combien, je ne saurais pas vous dire. Il y avait les fraternels, il y avait les régions, les fraternels qui, au départ, ont essayé de recueillir de l'argent pour les orphelins, pour qu'ils aient un pactole à 21 ans. Les réunions du bataillon, nous sommes encore 2 du bataillon, hein. Tous les uns ne sont plus en état, et les autres, ils sont disparus. Hein. Non, il y avait une très bonne entente au sein du groupe G, là, mais...
c'est fini, enfin, il n'y en a plus. Hein. Je vois un gars du groupe G de Binche au service renseignement et d'action. Là, je vois un gars de Binche. Enfin, il vient d'être opéré au cœur. Stéphane Bernard vit encore, je crois, qui habite Uccle, qui est aussi un ancien prof de l'ULB. Et il y en a encore un ou deux dans le Hainaut aussi, du côté de Tournai. Je me souviens d'un gars, rue Goffer, il avait une mitraillette dans un sac à pommes de terre. S'il se faisait arrêter, ben oui. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. On avait toujours rendez-vous sur le banc chaussée d'Alsenberg, et là on recevait dynamite, munitions. Et puis, quelques temps après, on a transféré de la dynamite d'un café de la chaussée de Wavre à Oderghem jusque Uccle-Calvoute, mais en tram. Hein. Donc, on a pris le tram 35, hein, un devant, la plateforme avance, l'autre la plateforme arrière, le troisième sur la remorque et le quatrième à l'arrière. Et toute la dynamite était là. On a eu de la chance, on n'a pas été contrôlé. Mais la première chose qu'on a fait, c'est en ramenant Uccle-Calvoute, Milo nous dit « On ne va pas descendre à la barrière de Saint-Gilles, c'est trop dangereux ». Et on est descendu au coin de l'avenue de l'Alsenberg et avenue du Pessiot, et on est passé devant la prison. On a eu de la chance. Quelque temps après, Milo s'est fait tirer rue Malibran, on lui a tiré dessus, on n'a plus revu. Et j'ai eu un autre chef de cellule, Ernest. Je dois dire que les gars d'Ixelles, ma cellule, c'était des gars de la voirie d'Ixelles. Ils étaient couverts par un gars du bureau qui justifiait leur présence alors qu'ils n'y étaient pas, parce qu'on ne savait jamais d'avance quand un sabotage devait avoir lieu. Il fallait être libre à n'importe quel moment. Non, le sabotage le plus important auquel je n'ai pas participé, mais ça a été ce qu'on a appelé la grande coupure, le sabotage des lignes à haute tension. Cela a fait perdre aux Allemands entre 8 et 10 millions d'heures de travail, ce qui, pour la production industrielle, était très importante. Cette étude a été faite par des professeurs de l'ULB qui avaient désigné 28 pylônes tridimensionnels, c'est-à-dire que non, qui était prévu pour acheminer du courant dans 3 directions. Sur les 28, le premier jour, 27 ont sauté. Le 28e, c'était le lendemain. Ce qui a privé l'Allemagne, la Ruhr, l'électricité, parce qu'au fond, ils avaient appris au groupe G que les centrales électriques avaient été bombardées et la Ruhr s'approvisionnait en électricité en Belgique, ainsi que l'Alsace-Lorraine. Toute une partie de la Belgique a été privée de courant, mais enfin bon, les Allemands ont considéré que ce sabotage était vraiment une étude importante, qu'il y avait pas que quelques résistants qui avaient pu le faire, et suite à ça, ils ont fait monter la garde à un civil et à un soldat allemand à chaque pylône haute tension. À part du papier, je n'ai rien, je n'ai pas une arme, pas un détonateur, pas de dynamite, et je n'ai jamais voulu d'arme parce que je suis trop nerveux, j'aurais tiré. Pour faire un sabotage, on n'était jamais armé.
Au moment du garage de la rue de Longueville, quand je suis rentré dans le garage, parce qu'en fait, il y a d'abord un gars déguisé en agent de police qui avait un casque qui venait jusque-là, Alphonse, et puis un autre qui a suivi. Une fois qu'eux étaient rentrés, nous sommes rentrés. Et alors, on m'a donné une arme, j'ai reçu un 7,65. Alors, il y a encore un autre fait qui a été accompli par un membre du groupe G, Robert Mestrio, le train vers Auschwitz, hein, le train qui a été arrêté à Boort-Merbeek. Robert et deux autres camarades qui étaient juifs, eux, parce que Robert avait un très grand nez, mais il n'était pas juif. Ils s'étaient connus à l'Athénée d'Uccle et après à l'UNIF. Ils ont prospecté différents mouvements de résistance. Les partisans armés ont dit on ne veut pas participer, il faut 50 hommes, c'est trop dangereux. Pour finir, ils étaient 3. Et normalement, il y avait un 4e, un SAS. Donc, mais il n'a pas obtenu l'autorisation de le faire. Et je pense que c'était Henri Neumann. Je crois, hein, je ne suis pas certain. Donc, ils sont partis à 3 à vélo vers Boort-Merbeek, chaussée de Louvain, la route de Waterloo, Malines, Mont-Saint-Jean, et puis la chaussée d'Acht. Avant d'arriver à Acht, ils ont pris à gauche à Boort-Merbeek. Là, ils ont caché leur vélo. Ils avaient en tout une lampe tempête avec un mica rouge, une pince coupante et un revolver. C'est tout ce qu'ils avaient. Bon, ils ont placé la lampe tempête sur la voie, le train s'est arrêté parce que le machiniste, lui, un signal rouge, il est arrêté. Robert Mestrio a coupé les fils de fer barbelés avec sa pince coupante. Et au fond, il ne connaissait pas l'allemand, il parlait que le français. Et il n'y a eu que 27 juifs qui ont quitté à Boort-Merbeek. Mais ce qu'il y a du fait que les wagons avaient la possibilité d'être ouverts, en arrivant à Auschwitz, 200 prisonniers avaient sauté, parce que dans chaque virage, le machiniste ralentissait au maximum. Il avait compris que... Et suite à ça, au fond, ces transports se faisaient la nuit. Suite à cette attaque, tous les transports sont partis la journée. Non, alors il y a encore une autre histoire, c'est le garage de la Gestapo, rue de Longueville. C'était près de l'Athénée d'Ixelles, en face de l'Athénée d'Ixelles. Le grand problème, c'est que les voitures n'étaient pas munies de leurs batteries. Les batteries étaient en charge au cas où il fallait. Résultat, on avait très peu de temps pour partir avec le véhicule et on a versé 200 litres d'essence dans le garage. On a déposé de la dynamite sous les capots et on a mis le feu. Quand nous sommes sortis, mon copain, la première déflagration, il a été pris par la porte cochère. Seulement, ce qu'il y a, quand je suis arrivé à la maison, mes parents m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait ?» Je dis « Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Tes chaussures puent l'essence. » Pas réalisé, on n'a pas taugé dans l'essence, on n'a pas réalisé que tu étais imbibé. Et 2 heures après, j'ai une tante qui arrive et qui vient raconter toute l'histoire du sabotage. Mes parents n'ont jamais demandé ce que j'ai fait. Bon, les sabotages, c'était les voies de chemin de fer, les châteaux d'eau pour les locomotives, les aiguillages. C'était du sabotage qui était calculé pour... Il ne fallait pas tuer les Allemands pour éviter les représailles. Il y a un gars du groupe G, de la région de Hatt, qui était formidable. Il a plus de 80 sabotages à son actif. C'est Carlos Roger Lanvin, son nom
officielle. Malheureusement, tous ces gens sont décédés. Robert Leclerc, Henri Neumann, Robert Mestrio, André Autain, Carlos. Je suis un des rares, parce qu'en fait, pendant la guerre, j'avais 2 surnoms. C'était la Grande Latte et le Gamin. La veille de la libération, on a volé un camion allemand à la chasse, sur lequel il y avait de l'essence et de l'huile. Et les gars l'ont caché au dépôt de la voirie à Woluwe-Saint-Lambert. Le lendemain matin, on avait rendez-vous boulevard du Souverain. Et on est arrivé à Waterloo-Albafort, on s'est fait arrêter par le FI. Ah ben, nous, on ne savait pas qu'on était du groupe, on ne savait pas. La seule chose qu'on savait, c'était vers Uccle, vers le four vers l'avenue du Silence. Hein. On ne savait même pas que c'était le four crématoire. Oui, à l'époque. Et alors, bon, on a amené le camion à Uccle. Et il a servi à nous transporter, parce qu'en fait, après la libération de Bruxelles, on est d'abord parti 1 semaine dans le Brabant wallon, pour éventuellement trouver des Allemands. Et puis, le groupe G a mis à la disposition de l'AS 2 cellules, enfin, non, Bruxelles et Gand, à la disposition de l'armée canadienne. Et nous avons été au canal Léopold pendant 2 mois, je crois. Et là, le premier jour, il y a eu 1 tué, le médecin Jean Paraché par un obus, et 2 autres blessés, et puis il y a encore eu 1 tué après. Et au fond, le 18 novembre, j'ai été démobilisé du groupe G, et là je me suis engagé comme volontaire de guerre. Et puis, instruction, 6 semaines à Namur, et puis l'Allemagne avec les Américains, formidable. Oh, quand on était à Durne, ils avaient eu 25 000 morts en 27 minutes. Ça puait, c'était infâme. Ça, c'était au mois de mai, je crois, qu'on était à Durne. Parce qu'au fond, la fin de la guerre, on l'a su, on était au camp du Vogelsenk, et ça, on l'a su le soir à 8 h. J'ai eu un drapeau du groupe G. Et je ne sais plus en quelle année, parce qu'il y a très longtemps, je suis parti en vacances et j'ai remis ce drapeau à Omer Reynaud. Omer Reynaud a transmis ce drapeau et quand ce gars est mort, il a récupéré le drapeau et Omer Reynaud est décédé. Et sa petite fille s'est accaparée du drapeau en disant « c'est à mon grand-père ». Mais je ne sais pas où elle habite. Elle habite quelque part dans le Hainaut. Mais elle a le drapeau du groupe G. Il est fort improbable qu'elle le rende. Hein. Ah, oh, ça. Mais ce qu'il y a, moi, j'ai la facture. Ah, ça c'est... C'est la facture, le drapeau. Ah oui, oui. C'est une facture. Ce drapeau a été acheté à Charleroi. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Ah oui, il y a le monument. Attends, le monument, tu pourrais peut-être aussi prendre une photo. Oui, mais le monument... C'est lors de l'inauguration. À Villepomerol, hein. Ça c'est un autre monument du groupe G. Enfin bon, moi j'avais eu au mois d'octobre 18 ans et au mois de novembre je me suis engagé, donc j'étais tout à fait
Dans les conditions. Dans les conditions. Mes parents n'étaient pas enthousiastes, mais enfin, ils ont quand même dû signer. Hein. Ah oui. Ah oui, il fallait l'autorisation des parents. À 16 ans, j'ai été... on était une bande de copains et il y avait une caissière au Géalet, je crois que c'était, ou les courses de livrier, je ne sais plus, enfin il y avait quelque chose sur ses doigts. La caissière avait 2 filles très sympathiques et on était très souvent là. Et bon, il y a un Allemand qui sort et je n'ai pas... Je ne suis pas retiré, il a sorti son revolver, il m'a emmené jusqu'au cinéma Port de Namur, il m'a demandé ma carte d'identité, « Ach, student », il m'a dit. Robert Leclerc disait « Nous avons vécu dans l'ombre, restons dans l'ombre ». J'habite à 200 mètres de Molenbeek. Alors je vois une chose, c'est que tous les étrangers ne connaissent pas le code de la route, ne connaissent pas les obligations qu'ils ont, soit de déblayer leur trottoir. Les Belges nettoient leur trottoir, les étrangers, ça n'en fait rien. Sens unique, monsieur, on passe. Les règlements, c'est... Les gens se laissent embobiner par des religions, et là, qui laissent tomber. Mais ce qu'il y a à l'école, qu'est-ce qu'on leur apprend? La guerre 40-45, on n'en parle pas dans les écoles. Maintenant, ils commencent à en parler, mais très peu. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Les jeunes aujourd'hui doivent faire une chose, c'est rester belges et ne pas se laisser monter la tête par les différentes religions qui, en fait, ne voient qu'une chose, c'est démolir tout et faire la révolte, qu'ils soient belges et qu'ils essayent d'apprendre au moins les 2 langues en Belgique. Oui, et que le pays reste indépendant, ça, c'est très important. Mais, à l'heure actuelle, quand on voit les choses, je ne le connaîtrai plus. Mais dans 50 ans, la Belgique, il n'y aura plus beaucoup de Belges. Hein. Il y a une chose, les politiciens voient qu'une seule chose, leur portefeuille. Le restant, ils s'en foutent. Que ce soit n'importe quel, hein, ils sont tous, pour moi, ils sont tous dans le même panier. C'est la parole d'un résistant. Ben oui, mais enfin bon, quand on voit ce qui se passe, ce qu'ils touchent pour ce qu'ils font, et les amis de nos amis sont nos amis, hein.